early in the morning. A long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Mesdames, Messieurs. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour le bulletin météo de l'ANACIM. Il fera chaud au courant de cette journée dans les localités intérieures, avec des pics de 45 degrés qui seront notés dans l'extrême est du pays au courant de ce mercredi. Donc nous allons poursuivre avec l'animation satellite et voir qu'un ciel peu nuageux est attendu au courant de la nuit, ou plutôt de la journée, avec des passages de nuages qui seront notés dans les localités sud du pays. Et dans la nuit, quelques nuages denses qui intéresseront donc le ciel au niveau de la zone sud-est et des vents qui vont souffler depuis l'océan pour intéresser pratiquement toute la moitié ouest du pays. Les prévisions de la journée permettent de voir des pics de 41 degrés qui seront notés entre Kaffrine et Tambacounda, des pics de 42 à Linguère, 43 à Podor et dans l'extrême est entre Matam et Bakel, les pics les plus élevés y seront attendus avec des températures de 45 degrés qui seront enregistrées. Dans le centre, toujours une persistance de la chaleur avec des températures supérieures majoritairement à 35 degrés et entre Dakar et Saint-Louis, nous aurons les pics les moins élevés avec 28 degrés attendus, témoignant d'une clémence au niveau de cette zone du pays. Il faut savoir que les vents souffleront donc depuis l'océan pour adoucir un petit peu le climat au niveau de ces zones et des nuages denses qui intéresseront le ciel au courant de cette nuit dans la zone de Kédougou, pouvant y apporter avec très peu de chance certes de la pluie. Chers téléspectateurs, il fera chaud donc au niveau de la moitié est du pays, des pics dépassant 40 degrés, atteignant même 45 degrés dans Matam et Bakel, avec une clémence en termes de temps au niveau de la zone de Dakar et également au niveau de Saint-Louis, avec des vents qui vont souffler depuis l'océan pour adoucir le climat. Des nuages denses au niveau de la zone sud-est sont attendus à l'approche de la nuit, pouvant donc précipiter, mais avec très peu de chance au courant de la même période. Chers téléspectateurs, voilà qui met fin à votre bulletin. Nous vous invitons donc à suivre l'information météorologique en provenance de l'ANACIM à travers les réseaux que voici et vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. Maintenant, eh bien, son troisième numéro de la semaine, ce sera deux chroniques principalement sociétales avec Ibou, que vous avez aperçu d'ailleurs, et Mais Alex avec Binta Charles. Deux invités nous accompagneront ce matin. Dans un petit moment, Alioune Badaraka nous présentera les profils de nos invités de ce troisième numéro de la semaine. À retrouver également les capsules habituelles. Vous avez déjà découvert avec nous les prévisions du jour. La gym, c'est dans un petit moment avec le coach Tandara. Et juste après la gym, après 7h30 d'ailleurs, je vous inviterai à regarder le bulletin d'info de votre matinale 15.
Jean-Pierre Kéliba, le tout en images. Merci également aux équipes de Ruby Création qui m'ont habillé aujourd'hui. Dans un moment, je vous retrouve en studio avec toute l'équipe. Voici en attendant la capsule de notre coach, la gym. A tout de suite et bon matin. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Un travail pectoral, mais aussi dorsal, et avec ces appareils que vous allez découvrir tout à l'heure, le coach Mansour et le coach Bou. Mesdames et messieurs, c'est donc notre duo de début de semaine jusqu'à maintenant. Alors cela dit, je vais donner la parole au coach Mansour. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes là mercredi pour présenter notre capsule de mercredi. Bon, aujourd'hui, on fera un peu de musculation. Bon, on va aujourd'hui travailler non seulement les muscles, les pectoraux, ainsi que les dorsaux aussi. Aujourd'hui, mais l'idée, c'est de faire le superset. Le superset, c'est l'une des techniques d'intensification qui va nous permettre de travailler deux muscles différents. Ces deux muscles différents, autrement dit, ces deux muscles antagonistes, le fait de travailler des muscles qui ont de manière opposée. Exemple, on va travailler d'abord les pectoraux, enchaîner au niveau des dorsaux. Mais il n'y aura pas de temps de récupération, car une temps de récupération ne sera pas remarqué entre ces deux exercices. Raison pour laquelle on l'appelle le superset. Aujourd'hui, on va essayer de travailler avec cette méthode d'intensification pour voir ce que ça va vous donner. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous tout à l'heure bien suivi. Aujourd'hui, on a eu l'idée de travailler avec cette manière-là pour pouvoir non seulement gagner du temps, ainsi de pouvoir gagner en temps de récupération. Car avec le superset, notre temps de travail n'est pas assez long. On peut faire le superset vite fait et rentrer pour pouvoir gagner plus dans nos temps de récupération. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, sur d'autres plateaux. Merci beaucoup. Merci coach Mansour. Merci également au coach Bou. Encore une fois, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous a plu, puisque ce travail, évidemment, au niveau des ateliers, il est souvent bon de faire des intégrations d'entraînement. Et pour l'intégrer dans les entraînements, ce travail pour hypertrophier les muscles, c'est vrai, pour tonifier également les muscles, cela va vous faire, mesdames et messieurs, un très bon renforcement musculaire. Alors cela dit, le rendez-vous, ce sera demain, Inch'Allah. Je vous souhaite une excellente journée. Allez, ciao. 6h39, retour en plateau. Bienvenue si vous nous rejoignez juste à l'instant. Bienvenue à l'équipe de ce mercredi matin. Bonjour mon cher Ibou, comment vas-tu? Ça va. Ça va? Super bien. Bien réveillé au taquet? Comme d'habitude. Je reviendrai sur la phrase du jour tout à l'heure. Bonjour Binta Charles. Bonjour très cher. Bien réveillé au taquet Oui, également? ça va. Parfait. Mon cher Alioune, comment vas-tu? Ça va. Troisième numéro de la semaine. La fatigue commence à se faire un peu sentir, mais ça va. On tiendra jusqu'à la fin de la semaine. On tiendra, on va dire. Alors, pour cette première partie, je te laisse présenter notre invité à nos téléspectateurs et annoncer également le deuxième invité. Voilà, on en a deux pour ce mercredi-ci, troisième numéro donc, de la semaine, en recevant d'abord Madame Fabira Dramé, Fatou Dramé, dite Fabira, donc une grande battante, quelqu'un qui se bat beaucoup, en tout cas pour une émergence donc, des économies africaines, et ce par la valorisation de notre savoir-faire, du Made in Africa, de l'artisanat et de ces autres secteurs et qui peuvent brasser pas mal en tout cas de milliards et qui ont des retombées véritablement sur le secteur de l'emploi. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'elle est l'initiatrice donc, de cette grande foire, donc la FIPA qui est tout simplement donc la foire internationale des produits africains. Elle célèbre donc la 5e édition et sera l'occasion avec elle de revenir un peu sur le positionnement du Made in Africa sur le marché international, l'accompagnement des autorités également, parce que quand même, malgré sa bonne volonté, quelle que soit sa bonne volonté et tout, il faudrait qu'elle puisse sentir à ses côtés donc nos autorités publiques. Est-ce que c'est le cas pour cette présente édition de la FIPA? Donc voilà les questions qui seront au menu des échanges avec notre première invitée, Fatou Dramé, dite Fabira, et à sa suite donc un monsieur qui sera là pour nous parler bien sûr d'un autre événement d'une grande portée, parce qu'il s'agit véritablement de réfléchir sur les questions migratoires, sur comment prendre en charge également les besoins et les droits surtout du migrant, parce qu'on sait que quand même c'est des droits qui sont souvent bafoués. On voit voilà, ce qu'ils endurent de l'autre côté de la Méditerranée et même ici sur le sol africain, comment leur assurer certains droits vitaux comme le droit à la santé, le droit à l'éducation, voilà, le droit à la circulation. Donc voilà les questions
qui seront au menu des échanges avec notre invité, le docteur Cheikh Oumar Ba, directeur exécutif de IPAR donc, qui est l'organisatrice de cette table ronde. Donc voilà les questions qui seront au menu des échanges avec nos deux invités. Et je voudrais inviter nos téléspectateurs, évidemment, à participer au débat encore ce matin avec nous, puisque nous sommes en direct. Fatou Dramé, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? Ça va très bien. Bien réveillé? Oui, ça va. Parfait. Le quinquilibre arrange les choses, d'ailleurs. Oui. Ça permet d'être véritablement au taquet, n'est-ce pas, mon cher Ibou? Et la phrase du jour, ce sera? La vie, toujours. Savourer la vie, respecter la vie, surtout dans nos interactivités sociales. On ne peut pas être d'accord tout le temps, mais très souvent, quand même, on est d'accord. Et puis d'apprécier le minimum, la belle chemise, les SMS que vous recevez, le courrier que vous recevez, l'information sociale que vous recevez. Le quinquilibre du matin. Absolument. Savourons d'abord quelque chose. Savourons d'abord le minimum pour soi-même et surtout dans nos interactions, dans le terre, dans le berre-terre, dans le bus, dans les tatas. Soyons agréables et on verra que l'autre est agréable. Parce que la particularité du bonheur, c'est quand vous en donnez, vous en recevez, c'est ça. Et ça, c'est vrai. Tout ce qu'on donne, surtout quand il s'agit du bonheur et des belles pensées, on reçoit autant en retour, évidemment. Souriez à la vie et elle vous sourira, comme dirait l'autre. Et puisque tu parles de vie, on va parler d'écosystème, évidemment, parce que c'est la vie aussi, et notamment de la Journée mondiale de l'environnement. Avant la revue des titres de ce matin, Journée mondiale de l'environnement célébrée donc ce mercredi 5 juin. Face à la menace des écosystèmes, eh bien, il faut retenir que le thème de cette année tourne autour de la restauration des terres. D'ailleurs, Alioune et moi, on est venus en vert ce matin, et puis Binta Charles aussi un tout petit peu, pour vous rappeler cela. Alors, que vous inspire justement la célébration de cette journée mondiale aujourd'hui, et comme je disais tout à l'heure, face à toutes les menaces aujourd'hui qui pèsent sur l'écosystème? Alioune. Ben écoutez, je ne vais pas être long. Plantons des arbres, occupons-nous de notre environnement. N'attendons pas que le premier coup de balai puisse venir du Palais de la République. C'est une question de dignité et d'engagement personnel. Il faudrait que tout un chacun puisse s'engager pleinement pour la préservation de notre cadre de vie. Et cela commence par une bonne éducation quand même de nos enfants pour leur inculquer véritablement ces bonnes habitudes. Absolument. Binta Charles, voilà. Journée mondiale de l'environnement. Un sursaut national, un moment de rappel pour que nous tous puissions réfléchir à comment préserver cet environnement justement. Le retour à ces bonnes valeurs au niveau de nos écoles primaires, secondaires et autres, parce qu'on se rappelle tout jeune, voilà, on nous a inculqué cela, comment planter des arbres et puis voilà, l'élever, prendre soin de cet arbre-là, donc en grandissant, bien sûr, si on l'applique, ça sera pérenne. Oui, et Ibou? C'est la base parce que l'oxygène qu'on a comme bénéfice, en tout cas comme support pour vivre, c'est d'abord à partir des arbres que ça vient. Et à partir de là, on devrait les préserver. Vous savez, quand vous utilisez le bois pour en faire un lit, le bois pour en faire un buffet, à la base, c'est du bois. Après, c'est les spécialistes qui vont venir, ah, ça, c'est tel bois, ça, c'est de la veine, etc., etc. Donc, la base de l'individu, c'est la faune et la flore. Pour la préserver, c'est par rapport à nos activités. Quelles sont ces activités? C'est d'abord avoir l'information pour en traduire en connaissance. Ah, il ne faut pas que je coupe les arbres comme je veux. On ne sensibilise pas, peut-être que dans le monde rural, le drame, c'est qu'on coupe beaucoup d'arbres pour en faire du bois. C'est d'abord de cesser cela, mais de trouver une compensation, parce qu'il faudrait forcément avoir de l'énergie pour ces activités sociales. Et enfin, le plus primordial, chacun de nous, chaque père de famille est responsable. Si une famille, chaque foyer plantait un arbre devant, fruitier, vous vous rendrez compte ce que ça donnerait. Ça apaiserait le climat social parce que si je plante mon citronnier et que tu as ton oranger, mais le troc est là et la bienveillance est là. Donc, plantons pas que des nimes, des filaos peut-être ceux qui sont au bord de la mer, mais surtout des arbres fruitiers. Et vous verrez que c'est possible. Je vous laisse réagir également, Fatou Dramé. Qu'est-ce que cela vous inspire ce matin? Et je suis d'avis avec lui. Plantons des arbres, on les arrose et on prend soin d'eux. Très bien. Et puis peut-être saluer aussi à Matam le fait que les autorités aient décidé, oui, après plusieurs plaidoyers finalement, de classer la forêt une bonne fois. Et ça, c'est des initiatives évidemment à saluer. Restons dans cette dynamique pour la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Chacun peut faire quelque chose à son niveau et rappeler que la COP16, ce sera à Riyad cette année du 2 au 13
décembre. Et en profiter pour féliciter Ibrahim Pabi Diédhiou, notre confrère, collègue voilà, de la RTS Matam. C'est lui qui avait tiré la sonnette d'alarme à travers donc, ce papier formidable qu'il avait consacré à cette forêt de Matam qui a été véritablement menacée. Et je pense que c'est à la suite de cela qu'il y a eu quand même cette dynamique notée et qui aujourd'hui a pu nous mener à la classification de cette forêt. Très bien. Et je crois que c'est une question de survie même pour tout Matam, pour tout le Fouta, quand on sait que le Fouta est quand même aux portes du désert. De l'autre côté, vous avez la Mauritanie. Et ça, une fois sur place, on s'en rend compte. C'est ça, tout à fait. Très rapidement, deuxième sujet sur lequel je vous interpelle, les assises de la justice, les travaux, la restitution en tout cas a démarré. Ça, c'est un bon sujet pour Binta Charles, puisque... Mais Alex, c'est la chronique consacrée justement à l'actualité judiciaire, mais pas que, au droit de manière générale. Qu'est-ce que vous avez retenu finalement dans les réformes qui sont annoncées? Qu'est-ce qui vous a plu? Est-ce que vous êtes rassuré finalement? Je commence avec Binta. Oui, déjà, l'inclusion notée, parce que là, on se rend compte qu'il y a eu non seulement toutes les couches en fait sociales, que ce soit les universitaires, les magistrats, etc. Et surtout les citoyens qui sont en première ligne, parce que ce sont ces citoyens-là qui, pendant les manifestations, sont arrêtés. Ce sont ces citoyens-là qui sont arrêtés, placés en garde à vue, par exemple, qui sont victimes, entre guillemets, de détention arbitraire, tout simplement parce qu'il aura volé peut-être un petit coq, ou etc., etc. Donc, il est très important qu'aujourd'hui, qu'on puisse réunir toutes ces couches sociales, que chacun, en tout cas, puisse donner son avis. Et surtout, là, c'est un pas qui est fait. Cependant, il reste un autre grand pas, celui d'acter ces conclusions-là. Ça va passer soit par l'Assemblée nationale, par la modification, la suppression de certaines lois. Ça peut même passer par la révision de la Constitution ou sa modification. On verra en tout cas. Alors, c'est une première étape. Il reste l'autre à franchir pour véritablement parler de réforme, de modernisation effective. On passe du Conseil constitutionnel à la Cour constitutionnelle. Ça aussi, c'est un véritable changement. Bon, après, évidemment, ce qui est annoncé, c'est que le président de la République reste. C'est lui qui va continuer à désigner ou en tout cas à choisir les magistrats qui vont y siéger. Mais il y aura plus de compétences, en tout cas c'est ce qui est annoncé pour cette Cour constitutionnelle-là à Lune. Oui, je pense que, non pas dans la Cour constitutionnelle, le président ne siégera pas dans non, pardon, Conseil de la magistrature, je veux dire, excuse-moi. C'est ça, tout à fait. Bon, là c'est une demande des juges. Hein. Bon, hier je l'ai taquiné en disant on ne peut pas être plus réaliste que les rois. Comme nos amis juges ne veulent pas se séparer du président de la République. Donc pratiquement sur ce débat-là, je vais... Donc, on ne dit plus rien, on ferme la parenthèse. Je vais être plus prudent, quoi, parce que moi, j'étais beaucoup plus royaliste que le roi, en disant il faudrait que le président quand même puisse laisser vraiment la justice régler elle-même ses propres problèmes, quoi, ses propres affaires. En tout cas, se gérer, l'autogestion de la justice, parce que quand même la justice incarne un pouvoir. Alors moi, il y a un aspect qui m'intéresse bien de ces propositions, parce que nous sommes encore au stade de proposition. C'est ça. C'est-à-dire c'est l'instauration d'un juge des libertés. Je crois que, par exemple, pour ces prochaines chroniques, Binta peut-être certainement reviendra un peu sur l'importance d'un juge des libertés, parce qu'on s'est rendu compte au regard des derniers événements quand même connus par le Sénégal qu'il y a eu beaucoup d'arrestations, je ne dirais pas arbitraires, mais des arrestations vraiment pour des broutilles, pour un live sur Facebook, je ne sais pas, un citoyen est privé de sa liberté de mouvement, voilà, embastillé pendant des mois, voire presque une année. C'est ça. Certains se sont trouvés juste au mauvais endroit. Mais pour certains, c'était juste un emoji. C'est ça. Pour certains, un sourire affiché. C'est ça. Sur une publication. C'est incroyable, mais vrai, c'est ce qui s'est passé quand même durant les années passées. Donc je pense que s'il y a un juge des libertés, il n'y aurait pas eu autant d'abus. Et puis, ce trop plein de pouvoir accordé au procureur. Oui, ça aussi, ça va diminuer, avec ce juge des libertés-là, au moins, le procureur quand même redevient humain. Tout à fait. Redevient humain et lui aussi est soumis à un certain contrôle. Il y a également la question un peu de l'augmentation du nombre de magistrats. C'est important. Oui, tout à parce fait. qu'il y a un déficit de magistrats noté dans ce pays, ce qui fait que les dossiers s'amoncellent sur la table, bien sûr, des magistrats instructeurs. Et voilà, beaucoup de dossiers quand même sont pendants parce que faute de trouver quelqu'un qui pourrait s'en occuper. C'est ça, c'est ça. Et ça renforce le nombre de détenus donc, maintenus en prison. Je pense que véritablement, c'est de bonnes propositions et que le président maintenant aura toute la latitude avec ses conseils du palais de prendre, voilà, d'en choisir les meilleurs pour que la justice puisse véritablement se réconcilier avec le justiciable. Ibou. J'ai surtout retenu la digitalisation de la justice. Pour aller plus loin, je pense que quand on mettra ces instruments digitaux, il permettra même de pouvoir que celui qui est justiciable comme nous tous
de savoir que le juge également est justiciable. Parce que quand on se rend dans un tribunal, qu'est-ce qu'on se rend compte? Que les gens sont crispés, les gens ne sont pas très à l'aise. Mais alors qu'en fait, ce sont des instruments de justice qui sont là pour nous. Il faut que cette peur-là s'enlève. Parce que nous sommes, c'est désagréable peut-être de le dire, mais c'est la réalité. Ne sommes-nous pas une photocopie de la République française? Oui, parce que nous n'avons pas 200 ans, alors que la France, depuis le roi Dagobert, existe dans le cadre juridique. Donc, pour revenir dans un cas spécifique, il faudrait qu'avec cette digitalisation, qu'on puisse avoir l'information qui est accessible au public, quel juge a été sanctionné ou pas. Parce que parmi les juges, ce qu'on ne sait pas, nous, il y en a certains qui sont sanctionnés, mais on n'a pas l'information. Et le jour où cette information sera d'ordre public, parce qu'ils sont là, publiquement, qu'on puisse voir qui a été sanctionné positivement ou négativement. Ça nous permettra d'aimer la justice. Nous voulons la justice, mais on ne l'aime pas. Un petit commentaire, Fatou Dramé? Moi, je suis d'avis avec eux. Donc, c'est un sujet vraiment que je ne maîtrise pas. Je préfère ne pas... C'est pas grave, on est là sur la matinale pour ça également. Allez, on va passer. Parce que c'est un sujet très... pour les connaisseurs, j'ai envie de dire finalement. La justice et le droit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Binta Charles est là, pour nous expliquer tout ce qu'on ne comprend pas finalement. Féliciter le professeur Gueye, qui est un ancien enfant de troupe et qui vraiment, dans l'espace public, propose des débats accessibles aux plus petits citoyens lambda que nous sommes. Le professeur Gueye, et vraiment félicitations, c'est la preuve de l'école sénégalaise, c'est la preuve du management sénégalais. Parce que sa douceur, dans la rue même, vous l'interpellez, il est capable de se prendre 5-10 minutes pour vous expliquer certaines arcanes de la justice. Et vraiment, merci encore ce professeur Gueye. On poursuit avec la revue des titres des quotidiens de ce matin avant d'en venir au sujet abordé dans nos différentes chroniques. On démarre avec Sud Quotidien sur la réforme et la modernisation de la justice. Justement, nous en parlions. Le verdict des assises, peut-on lire à la une de Sud Quotidien ce matin. Alors après une semaine de concertation, le dialogue national autour de la réforme et de la modernisation de la justice a tiré ses rideaux hier, mardi 4 juin, et rendu ses conclusions dont l'institution d'une cour constitutionnelle, la réduction des pouvoirs du procureur, la mise en place d'un juge des libertés et de la détention et de l'absence de consensus sur le retrait ou non de l'exécutif du Conseil supérieur de la magistrature. Et comme on le disait tout à l'heure, la balle est désormais entre les mains du président Bassirou Diomaye Faye, appelé à jouer à l'arbitre. Et à la une du quotidien L'Info également ce matin, c'est le sujet qui revient, la réforme et la modernisation de la justice, des propositions révolutionnaires. C'est le qualificatif que nos confrères utilisent aujourd'hui pour évidemment toutes ces recommandations. On poursuit avec la une du quotidien Le Mandat, qui revient sur la clôture du dialogue national au Sénégal. On va vers la mise en place d'un juge des libertés et de la détention. C'est en tout cas ce que nos confrères ont retenu de toutes ces mesures qui ont été annoncées. La visite du ministre de l'Éducation dans les établissements scolaires de Dakar intéresse également nos confrères ce matin. Il déclare ceci, il veut une éducation de qualité pour tous. Le quotidien nous ramène aux assises de la justice avec les accords et les désaccords. Consensus sur la réduction des pouvoirs du parquet, on en a parlé ce matin. Les assises divisées sur la présence du président au Conseil supérieur de la magistrature. C'est la lune du quotidien Le Quotidien. La patate chaude refilée donc à Diomaye, puisque le président devra lui-même arbitrer. 24 heures info sur comment faire le ménage finalement en ce qui concerne la réforme de la justice, avec, vous l'apercevez, la photo du chef de l'État qui va devoir arbitrer et prendre les décisions qu'il faut en ce qui concerne évidemment la refondation de la justice. On poursuit avec la une du quotidien L'As cette fois-ci. Les traits de la justice de rupture voulue, réduction des pouvoirs des procureurs, suppression du délit d'offense au chef de l'État. Pour le professeur Amsatousso Sidibé, pour l'application, on n'a pas besoin de référendum. La présence du chef de l'État au Conseil supérieur de la magistrature en jeu également. Et puis Ousmane Diagne, garde des Sceaux, qui déclare ceci. Il est désormais impératif de traduire les discussions en actions concrètes. Et c'est cela que les populations attendent également. L'évidence, cette fois
fois-ci sur la réduction des pouvoirs du procureur. On est à la une du quotidien Yor plutôt, hein, avec les dettes fiscales. Tout autre sujet, les patrons de presse non payeurs dans la tourmente. Et ils sont listés, d'ailleurs leur photo est à la une de ce quotidien ce matin, avec les chiffres justement. Madiambal qui doit 91 millions de francs CFA, Maïmouna Ndour Faye c'est 45 millions, des médias c'est 2 milliards et la Ndiaye qui déclare ceci: apprenez à payer les impôts. On est dans les médias. Hein. C'est vrai que beaucoup d'entreprises de presse sont dans des difficultés, tirent le diable par la queue. Mais il faut payer les impôts. Ça, c'est un devoir citoyen. On l'a rappelé plusieurs fois. Il faut bien payer. Il ne faudrait pas qu'il y ait deux types de citoyens. Un super citoyen, un citoyen sur qui reposent toutes les charges du pays. Je pense que tout le monde quand même devrait s'acquitter de l'impôt. La presse ne devrait pas bénéficier de privilèges. Ils n'ont qu'à mettre sur pied en place des projets viables, n'est-ce pas, qui ont véritablement un avenir sur le plan économique. Mais généralement, c'est le montage dès le départ qui est faussé, ce qui fait que peut-être si le donateur ou bien je ne sais pas, le mécène se retire, le projet s'écroule. C'est ça. Et c'est ce qui arrive à pas mal de groupes de presse. Donc, il faut également qu'on apprenne de nos erreurs et que l'on puisse mettre sur pied véritablement des entreprises de presse dont la pérennité est garantie et de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. C'est ça. Parce que quand vous voyez également la masse salariale de beaucoup de ces entreprises-là, vous êtes étonné de vous dire comment elles font pour s'en sortir. C'est parce qu'il y a anguille sous roche. Donc, à ce niveau, quand même, ils n'ont qu'à passer à la caisse, payer comme tout le monde. Et puis voilà, ceux qui seront résilients resteront sur le marché. C'est simple que cela. Moi, je paye l'impôt. On me coupe ça à la source. Pourquoi il y aura des... On n'a pas le choix. En contrepartie qui puisse garantir l'emploi. Et surtout la dignité des journalistes et des reporters. C'est très délicat d'en parler, mais nous qui sommes assez exogènes, lors des séminaires, des ateliers que nous organisons, nous parvenons à voir les reporters, les journalistes, quand même en termes de logistique, des fois assez difficile. On finit nos activités, on les voit attendre d'abord toute la logistique pour les déplacer. Alors qu'en réalité, c'est le quatrième pouvoir. C'est la dignité qu'il faut préserver chez eux. Consolider l'emploi. Moi, je suis pour la défiscalisation, je suis pour l'exonération fiscale, mais quand même à des conditions. L'emploi d'abord des Sénégalais. Parce que le principe du journaliste, c'est comme le principe de la santé. Il vit physiquement là où il produit l'information. On ne peut pas être dans les nuages et cultiver la terre. Donc le journaliste est au niveau des terres et cultive la terre. On préserve l'emploi de ces Sénégalais. D'un autre côté, sur la qualité de l'information. C'est vrai qu'il y a un début d'observatoire, il y a le correct ou la correcte, je ne sais pas. Le correct, il y a un début, c'est la phase d'amorçage. Soyons indulgents avec les gens de la presse, mais mettons des conditions pour qu'ils puissent bénéficier d'une exonération ou bien d'une défiscalisation. Mais consolider l'emploi. Un autre fait important, par exemple, chaque fin de mois, on se rend compte qu'il est défalqué au niveau du salaire des travailleurs, l'impôt. Alors, où est passé tout cet argent également? Une autre interrogation. Qui reverse? Qui reverse ou on ne reverse pas? Ça aussi, c'est des petits scandales qu'on entend de temps en temps. Mais ça, c'est pas seulement dans la presse, hein. Dans d'autres sociétés également. On se demande, les cotisations, est-ce qu'on les reverse vraiment à l'IPRES ou pas? Où est-ce que ça va, finalement? Les Sénégalais s'acquittent de l'impôt. L'impôt ne doit pas reposer sur les frêles épaules d'une petite, infime minorité de citoyens sénégalais. Les gros bonnets, ceux qui ont suffisamment, il faut que tout le monde passe à la caisse également. Voilà. Une du quotidien Direct News, la visite des établissements scolaires par le ministre Moustapha Guirassy qui signe donc un retour aux sources. Et pour la première étape, eh bien, le ministre a choisi de se rendre dans son ancien établissement scolaire Mbaye Diagne Degaye, appelé autrefois école Médina 3. Ce fut évidemment le temps de l'émotion et du souvenir. Massamba, Tian aurait pu nous raconter tout cela en plateau. On verra comment, évidemment, reparler éducation dans cette émission également. C'est important. Besbi le jour, cette fois-ci, avec un dossier sur le salaire, c'est ça. Après le salaire. Salaire après le salaire. J'aime bien ce dossier. C'est les revenus contre les charges. C'est un dossier société finalement. Hibou, un marchand ambulant déclare des salariés viennent parfois nous concurrencer pour arrondir leur fin du mois. Pour l'entrepreneuriat, le choix de ne pas avoir de patron. Un prof de collège, témoignage. Donc le salaire fini en moins de 20 jours. 20 jours, c'est beaucoup. Parfois, c'est 20 jours. C'est long, c'est beaucoup ça. C'est fini bien avant. À ce rythme, on risque d'aller à la retraite sans avoir un toit. Et puis, le professeur Aboukan, qui déclare également ceci, et ses propos sont repris à la une du quotidien Besbi le jour. 1442 milliards de francs CFA pour 179 000 agents de la fonction publique. Voilà quelques chiffres, évidemment, à la une de ce quotidien ce matin. C'est dur, hein.
compliqué. Oui, Les charges sont nombreuses. Le salaire n'est pas fait pour s'enrichir, c'est pour te maintenir en vie. Après, il faut toute une éducation familiale. Je pense dans les années 60-70 au Sénégal, il y avait l'économie familiale. Comment on fait? Quand on quitte une pièce d'une maison... Mais ça, c'est la théorie. C'est pas évident. Hein, c'est devenu trop compliqué le ces derniers salaire, temps. à la base, le salaire ne permet pas d'avoir tout ce qu'on souhaite. Observons. Donc, on fait quoi à côté comme disait le marchand ambulant à Lune, de la concurrence. Salaire et charge, c'est partout dans le monde. Le fameux Kharmat. Ouais. Je ne voulais pas dire le mot. Bon. Il y en a de grands spécialistes dans cette maison, mais je ne veux pas citer de nom. Hein. Je découvre ce quotidien ce matin, A221 quotidien. Hein. Alors, on a reçu également aujourd'hui, quotidien d'information générale, à la une, l'exploitation du gaz naturel. Un grand pas entre la Mauritanie et le Sénégal. Il devrait traiter plus de 500 millions de pieds cubes standards de gaz par jour. On termine avec le sport. Voilà, ça aussi, très rapidement, on va s'arrêter là-dessus. Que vaut le Sénégal sans Mané? On sait qu'il est forfait pour le match de jeudi et même le prochain, le deuxième match. Sadio ne jouera pas parce qu'il est blessé. Que vaut le Sénégal sans Mané? Ben, écoutez, Sadio Mané, ce n'est pas n'importe qui. Hein. C'est notre plus grande satisfaction dans le football moderne. Alors forcément, son absence se fera sentir. Parce que déjà, rien que par rapport à ses statistiques, c'est le meilleur buteur en activité en équipe nationale du Sénégal. C'est un leader, rien que sa présence galvanise les troupes, sa présence inspire également la peur à l'adversaire. Mais bon, comme on est un groupe également, c'est une équipe, je pense qu'il y a possibilité, si l'entraîneur sait bien trouver véritablement la bonne alchimie, voilà, des éléments qui pourraient valablement, je dis bien valablement, remplacer Sadio Mané. Parce que quand même, Sadio Mané... C'est déjà arrivé. Hein, c'est déjà arrivé. Sadio, mais il nous a manqué cruellement lors, par exemple, de la Coupe du Monde. C'est ça, tout à fait. Même si, quand même, lors de la dernière CAN, il faut le dire quand même, ses prestations étaient un peu en dents de scie. Alors, donc peut-être c'est un peu lié à l'âge et tout cela. Mais il y a des jeunes, le Sénégal a suffisamment vitalement d'atouts sur son banc. Absolument. Pour ne pas trop sentir l'absence de Sadio Mané. Mais tout dépendra, encore une fois, du maître d'orchestre. Et c'est qui le maître d'orchestre du Sénégal? C'est notre ami Aliou Cissé, alias Deguel Bop National. Absolument. Voilà. C'est ça. Mais il est dans ses certitudes, bien évidemment. On aura en face une équipe de la RDC, une belle équipe de la RDC, il faut le dire, hein, qui a fait une belle Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont fini 3e, c'est ça? Ouais. Et puis, rappelez également que cette équipe est portée par un Chancel Mbamba, qui véritablement brille autant en club qu'en sélection aussi. Donc, il faudra bien jouer, faire attention à cette équipe de la RDC. C'est ça. Ne pas sous-estimer nos adversaires. Ça, c'est important. Oui. Mental aussi, ça va se jouer. Ça va être physique aussi et tactique. Mais le cas de Sadio Mané devrait nous interpeller en tout cas à tous. Aliou Cissé, c'est vrai, c'est notre sélectionneur. Et il s'occupe officiellement, légalement et légitimement de tout cela. Mais le football, quand même, nous le connaissons tous. Nous avons des évidences. Quand vous avez un joueur qui dépasse la trentaine, il faudrait penser tout de suite à son remplacement. Ouais. Amara n'est pas convoqué. D'autres ne sont pas convoqués sur ce flanc gauche. Est-ce qu'on aura Ismaïla Sarr à droite, avoir Jackson sur la gauche et avoir Habib Diallo ou qui au niveau de qui? C'est cette problématique. Laissons le point d'interrogation jusqu'à la feuille de match. Ce sera demain. Ne soyons pas pressés, c'est dans 24 heures. On verra les choix. La Lucie, oui, c'est demain jeudi qu'on affronte la RDC. Match à suivre d'ailleurs en direct sur notre antenne avec le Desk Sport. C'est fini pour la revue des titres de ce matin. On avance sur le conducteur. 7h04. Sujet, mais Alex, de ce matin. Alors, nous allons revenir sur certains termes juridiques, des termes très connus et utilisés, mais parfois utilisés de manière inappropriée, notamment par le commun des mortels et surtout par nos médias. Donc, on va revenir sur ces termes-là. Très bien. Sociétale? Collectivité territoriale, c'est parce qu'il y a un État central. Les collectivités territoriales sont la démocratie locale, exercée par une structure administrative qu'on appelle mairie et département. Ils font la grève plusieurs années, je pense, ou plusieurs mois. Mais pourquoi ils font grève? Qui peut me dire le salaire moyen de quelqu'un qui travaille dans une commune? Qui? Vous avez une idée? Dérisoire. Hein? Dérisoire. Pour ce que j'en sais. Moins du SMIC. Le SMIC au Sénégal, c'est autour de 64 000, disons 65 000. Et le travailleur qui est dans une commune tourne entre 50 000 et 75 000 francs CFA. Et il y a une loi au Sénégal, je pense 2022, qui dit que ces salariés vont être au même niveau de ceux qui sont au niveau central. C'est ça l'objectif. Et la loi a été votée. Sauf que je n'ai pas compris personnellement en travaillant sur ce dossier
qu'ils ont continué la grève malgré un changement de régime. Logiquement, Oui, dans parce la logique, qu'actuellement, ils sont encore en grève. Ils sont encore en grève. En ce moment, ils sont en grève. avoir un extrait de naissance est difficile. J'ai fait l'expérience moi-même, Ibou. Je te coupe pas, mais véritablement, c'est compliqué. Ça fait des semaines que je me rends pratiquement tous les jours au niveau de la mairie qui est juste à côté de Gaspard Camara pour des extraits de naissance. Et ça, c'est mon cas, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont également dans cette situation. Il y a des gens qui ont envie de participer à des concours. Je cite celui du CESTI, par exemple. Je vais citer celui de l'ENA et bien d'autres. Et pour les dossiers, on a besoin des extraits de naissance. Alors, si vous ne pouvez pas avoir cet extrait de naissance, qu'est-ce que vous faites à l'UNE? Vous perdez. C'est compliqué, vous ne pouvez pas concourir. Vous perdez une année. Vous perdez une année, vous avez les mains liées, d'autant plus que ce n'est pas digitalisé. Donc, s'il y avait une digitalisation de l'état civil, peut-être on aurait pu s'en passer, se passer de certains, en tout cas, de certains aspects manuels un peu de la tâche, pour permettre à l'usager de recevoir donc son extrait ou bien en tout cas son acte administratif. Parce qu'il n'y a pas que l'extrait de naissance, il y a également d'autres. Voilà, par exemple, un certificat d'essai, un certificat de domicile, un certificat de résidence et tout cela. Le service minimum devrait être assuré. On va en venir à ça, justement. Est-ce que tous les corps de l'administration peuvent partir en grève? Est-ce qu'on doit restreindre un tout petit peu ce droit à la grève dans certains ministères, enfin je veux dire ministères, dans certaines administrations plutôt? Est-ce qu'on doit en arriver à ça? Comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à ce que pareille situation ne se reproduise plus? Parce que là, c'est compliqué. On a l'impression qu'on est en otage. Non seulement c'est très compliqué, mais la crédibilité même de l'action de grève. Parce qu'en réalité, il y a des défaillants qui continuent de travailler. Vous voyez, j'utilise l'adjectif, le qualificatif défaillant. Non, parce qu'eux-mêmes se disent qu'il faut un service minimum. Donc, le débat est posé de manière passive. J'y vais parce que ma conscience sociale, religieuse, citoyenne ne me permet pas d'être en grève en privant le neveu intermédiaire et autres qui ne peut pas faire son concours. Mais en réalité, c'est l'État qui est en faillite sur ce point. Parce qu'en regardant le budget de N-1, N-2, je n'ai pas vu une ligne budgétaire où il était prévu de valorisation de ces agents alors que la loi a été votée. En réalité, on a voté une loi, on n'a pas les moyens. Par contre, il faut tenir compte que ce nouveau régime-là, logiquement, ceux qui sont en grève auraient dû, dans le management stratégique, de se dire que nous allons patienter, que ce régime s'installe et vote son budget, parce que l'élaboration du budget programme qui va se faire, ce sera à partir du mois de septembre jusqu'au mois d'octobre et voté au mois de novembre. Donc ils doivent attendre jusqu'au mois de septembre. Le minimum. C'est ce que j'appelle le management stratégique qui est défaillant. Mais d'un côté, je peux les comprendre. Quand vous avez un salaire annuel de 600 000 francs CFA et que vous avez par mois une location de 150 000 francs CFA, sur 10 mois, vous êtes à 1 500 000. Donc, vous êtes déficitaire de moins 500 000. Donc, vous faites du gorgolo. Vous ne pouvez pas patienter. Quand quelqu'un dit « j'ai faim », vous ne pouvez pas lui parler d'austérité. Vous ne pouvez pas. Vous cherchez une solution immédiate. Et à mon avis, dans l'analyse que ce que j'ai pu faire en échangeant avec certains qui, dans le souci de discrétion, n'ont pas voulu que je les cite, c'est logique, c'est de se dire que allons reprendre le travail et acceptons et d'attendre que ce nouveau gouvernement vote le prochain budget en intégrant ce dispositif de valorisation et que s'il y a un rappel à faire ou pas, ce sera les phases de négociation. Mais que gagne et où trouve l'argent d'une commune? Mais hallucinant que les communes n'ont rien. Si vous avez un budget de 2 milliards de francs CFA, vous avez un apport de l'État autour de 100 millions de francs CFA. Donc vous êtes à 1 milliard, on vous donne 100 millions. Et quand, ce qui paye, c'est la SONES, c'est Sen'Eau, c'est la Sonatel, c'est les conteneurs qu'on amène de l'étranger qu'on pose pour des sommes dérisoires. Et ce qui est plus dérisoire encore, pour une qualité de service, vous savez combien coûte le thème fiscal pour avoir son extrait de naissance et autres? 200 francs CFA. Oui, 200. Vous savez combien coûte dans le marché la patente? 150, 175 francs CFA. Mais quand même, si on va aller à un salaire, à des salaires, le cumul ferait autour de 5 milliards, 7 milliards annuels. Mais l'État, tout de suite, rien que d'y penser, l'État n'a pas les épaules aussi larges avec tous les chantiers à faire. Donc, à mon avis, cette loi-là, dans les négociations, y revenir serait pertinent. Parce que le ministre des collectivités, qui est un spécialiste de l'aménagement du territoire, qu'on salue, M. Fofana, forcément devrait y revenir, carte sur table. Parce qu'une loi n'est pas éternelle, a une durée de vie, et rien n'empêche que cette durée de vie, qu'il y ait des aménagements. Parce qu'une commune, minimum d'avoir 1000 habitants. Et quand j'ai lu dans le texte des collectivités territoriales, si j'étais maire, je ne m'engagerais pas à prendre en charge ce salaire. Parce qu'on me dit, dans un des articles,
Si durant les 4 années consécutives, vos finances sont défaillantes, l'État peut prendre un décret, peut prendre un décret après consultation de la Cour suprême pour dissoudre votre commune. Donc vous vous rendez compte, j'ai pris en charge. Savez-vous combien gagne le maire de la ville de Dakar? 500 000 francs CFA. Son adjoint est autour de 80 000 ans. Donc vraiment, oui. Et ceux qui sont dans la santé sont les mieux lotis. Si vous allez à Basse-Ndao, c'est la ville. C'est aussi l'État. C'est une mixité de salaires. La ville va donner autour de 250 000. Et c'est énorme. C'est énorme. C'est les plus gros salaires et ils sont à 250 000 francs CFA. Et le minimum est à 50 000 francs CFA. Ceux qui sont en CDI et ceux qui ont en CDD. Parce qu'il n'y a pas un concours pour accéder aux emplois des collectivités territoriales. Donc l'État va être extrêmement prudent. Parce que nous le savons tous, quand je deviens maire ou un ministre, ce sont des postes politiques. Et ces postes politiques, j'ai besoin de la masse. Et cette masse-là, c'est les militants, c'est les sympathisants. Et j'arrive un instant, est-ce que je vais prioriser un ingénieur où je n'ai pas son salaire, ou je vais prendre quelqu'un qui a un impact dans les daïras, dans les ASC, dans les vies sociales, des parents d'élèves, ben, je vais le prendre. Combien je vais lui payer? Et également, de pouvoir digitaliser le certificat de domicile. Vous pouvez faire le test. Levez-vous un jour, allez à Thiaroye, vous pouvez avoir le certificat de domicile. Le même jour, vous arrivez à Baobab, vous pouvez avoir le certificat de domicile. Le même jour, vous venez dans mon village de Yandjala, vous pouvez avoir le certificat de domicile. Mais si on digitalise, ça nous parvient d'avoir l'identification presque exacte. Parce que dans les statistiques, on demande 2 choses, la précision et l'exactitude. Mais là, dans l'identification, je ne dis pas qu'il y a eu des tests, mais quand même, nous savons presque tous que le certificat de domicile peut être pris partout. Et il coûte juste 200 francs. Il nous reste 3 minutes. Il faut qu'on réagisse sur le sujet parce que c'est un sujet qui nous intéresse tous et qui nous interpelle tous. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce que le ministre a déjà rencontré justement ces collectivités, ces grévistes mais pour ça n'a pas échanger? empêché la poursuite de la grève. Mais ça se poursuit. Ça veut dire qu'il n'y a pas accord. À l'une. Mais si, bien sûr. Je pense que le ministre les a rencontrés, mais il a été également très courageux dans sa réponse en leur disant que l'État, pour l'instant, ne peut pas faire face à toutes ces demandes, quoi. Il faudrait également que la grève plutôt, soit régulée. Parce qu'une grève sauvage aussi, elle est un peu illégale. Absolument. Même si quand même nous sommes de tout cœur avec ces braves travailleurs des collectivités territoriales, mais quand même ils ont entre les mains l'avenir de bon nombre de nos enfants, de nos jeunes frères et sœurs. Il faudrait qu'ils pensent également à cette couche-là de la population qui a besoin de leurs services pour faire face à certains besoins d'ordre administratif. L'affaire un peu de la valorisation un peu du statut du travailleur ou bien des travailleurs des collectivités locales, je crois que c'est l'image un peu de la patate chaude refilée à ces pauvres collectivités territoriales. Absolument. Parce que la loi a été votée à l'époque, on se souvient de la réaction de l'actuel Premier ministre du Sénégal, anciennement maire de Ziguinchor, qui disait que lui, il ne peut pas prendre l'engagement de respecter cette loi-là. Parce que c'est une patate chaude qui leur a été refilée, ça a explosé leur masse salariale et les fonds de dotation n'ont pas suivi. D'ailleurs, un fonds de dotation, il n'est pas fait pour payer des salaires. C'est ça. Et quand vous voyez un peu la pauvreté de certaines collectivités territoriales avec la communalisation intégrale, ben, vous vous dites comment ils parviennent pour payer ne serait-ce que 2 ou 3 salariés. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faudra revoir tout cela, discuter autour d'une table et voir par quel levier activer pour permettre à ces collectivités territoriales-là de faire face à autant de masse salariale. Tu parlais de grève tout à l'heure. Est-ce que, à l'image, parce qu'on le sait, des magistrats et des administrateurs civils, est-ce qu'on devrait bloquer, ou je ne sais pas, interdire justement à certains fonctionnaires d'aller en grève? Est-ce qu'on devrait bloquer cela? Est-ce qu'on devrait, pour que les services ne soient pas bloqués, est-ce qu'on devrait aller vers ça? Non, on dira tout simplement non, parce qu'il s'agit de l'administration, parce que les citoyens ont besoin de ces services publics-là. Alors, le ministre, je l'ai entendu, il est revenu sur ce point pour dire que le service minimum doit être assuré. Et cela, c'est dans tous les services presque. Les gens, quand ils vont en grève, il y a le service minimum qui est assuré. Or, pour une collectivité aussi importante pour les citoyens, nous l'avons dit, le préjudice finalement, ce n'est même pas l'État, mais c'est le citoyen lui-même qui le subit. Et le ministre même a rencontré, bien sûr, ces grévistes et leur a même demandé, elle leur a dit qu'il y a une possibilité de rencontrer le Premier ministre lui-même qui est prêt justement à discuter avec ces travailleurs-là. Après, il y a eu un changement de régime, bien sûr. Qui dit changement de régime dit un autre programme. Je pense qu'il serait plus judicieux pour ces travailleurs-là de surseoir un peu
cette grève-là et de se mettre autour d'une table-là avec ce nouveau gouvernement et voir ce Quelle solution? Voilà, discuter en Quelle tout cas. solution? Voilà, Quelle privilégier solution? cela et puis le service minimum. Il a même demandé aux maires eux-mêmes de venir assurer ce service minimum s'il le faut. Ah, le débat est intéressant. Mais le temps, il est 7h16. Ibou, il faut qu'on termine très rapidement. Vraiment, je te donne une minute et on passe à la rubrique. C'est un appel vraiment. Soutenons-les moralement et essayons d'être des appuis-conseils. Et le premier appui-conseil, c'est le budget va être voté entre septembre et novembre. Sursoir à sa grève. Mais pour être d'accord, il faut d'abord se parler, dialoguer et ensuite de négocier. Le principe, c'est que quand on vit dans une cohésion sociale, avec un nouveau gouvernement qui tend vers le bonheur, où tout le monde croit à ce bonheur et tout le monde veut à ce bonheur, qu'on soit capable de s'apaiser, de se dire que la cohésion sociale n'a pas de prix, c'est d'accepter d'arrêter cette grève et de faire les négociations avec ce nouveau ministre qui est un bon technicien de l'aménagement du territoire. Et il faut se rasseoir autour d'une table pour trouver une solution parce que là, beaucoup sont dans des difficultés, il faut le rappeler. C'est important, hein, ce sujet-là. Pour nous, dans tous les cas, les collectivités territoriales qui sont actuellement en grève, les travailleurs, et cela complique la vie de bon nombre d'entre nous. On va passer maintenant à la première partie de la rubrique invité et c'est juste après ceci. Merci Ibou. Fatou Dramé Fabira répond à nos questions maintenant. Elle est commissaire générale de la FIPA, la Foire internationale des produits africains. Voilà, Fatou Dramé, dite Fabira, Madame donc Dramé, qui revient sur la FIPA. Elle est partenaire de la RTS. La RTS est partenaire, on va dire, donc, de la FIPA, parce que quand même, il nous faut accompagner de telles initiatives. On l'a vu sur les différentes éditions, en tout cas de la RTS, comment voilà, nos équipes sont déployées quand même pour couvrir cette importante activité. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de souveraineté et tout cela, cela ne peut passer que par l'appropriation véritablement des produits africains, d'abord par les Africains, et pour qu'ils puissent s'imposer sur l'international. En tout cas, c'est la mission que vous êtes fixée, Fatou Dramé. Je rappelle donc que vous êtes la commissaire générale de cette FIPA, la Foire internationale des produits africains, mais également présente la plateforme Baïsawar, c'est-à-dire autrement remplir sa partition, apporter sa pierre à l'édifice pour un réel décollage économique du continent africain. Alors, on est sur la 5e édition. Alors, en termes de positionnement par rapport aux précédentes foires tenues, qu'est-ce qui a été disons, la touche particulière apportée à cette organisation-là? D'abord, je remercie la RTS de nous avoir accompagnés tout au long de cet événement. Parce qu'on ne peut pas faire ce genre d'événement sans l'appui de la presse. Et cette année, vraiment, on a senti la RTS à nos côtés. Et merci beaucoup au nouveau directeur général de cette boîte. D'accord. Alors, cette année, ce qu'on retient, c'est les innovations. Parce qu'on ne peut pas faire des événements chaque année sans puis aller à faire des innovations. Donc cette année, on a jugé nécessaire d'aller vers les innovations pour permettre aux opérateurs économiques africains de voir beaucoup plus loin. Oui. Donc du coup, cet événement est en même temps économique, mais scientifique et culturel. Donc ça permet à nos partenaires, à nos entrepreneurs, de se propulser vers l'entrepreneuriat, mais aussi vers beaucoup de choses. Du coup, ça permet aussi de renforcer le niveau de capacité, mais aussi le niveau de propulser l'entrepreneuriat. Cette année, on a mis en place des formations professionnelles qui vont permettre à nos jeunes entrepreneurs de se former, mais aussi de voir comment les autres pays africains présentent leurs produits pour avoir des produits beaucoup plus compétitifs à l'échelle internationale. Et en même temps, on a mis en place aussi, un expo de livres. Un expo de livres pour permettre à nos enfants de lire beaucoup. Parce qu'on voit que les enfants ne lisent plus, ils ne vont plus aux bibliothèques,
Et on a jugé nécessaire de permettre à nos enfants de lire beaucoup. Mais Voilà. ça, c'est important. Je pense que c'est une belle initiative, hein. Vraiment une innovation à saluer. Donc, essayer de joindre ces deux activités-là, la lecture et donc l'entrepreneuriat. Ouais. Je pense que c'est bien. D'autant plus que si on n'est pas futé, et pour l'être, il faudrait véritablement lire. Si on ne l'est pas, bon, on ne va pas réussir dans l'entrepreneuriat. Alors, également, cette foire, la 5e édition, intervient juste 2 mois à peine après l'installation donc des nouvelles autorités à la tête du pays. Est-ce que vous avez senti leur engagement à vos côtés? Parce que quand même, c'est trop leur demander d'être présents partout. Oui, je pense que cette année, vraiment, on a vu l'implication de l'État. Ah, ok. Parce qu'ils viennent juste d'arriver et ils ont accepté d'accompagner l'événement. Malgré ce délai extrêmement court. Voilà, juste je peux citer le cas Ok. du ministère de la Famille et des Solidarités. Ils ont pris pas mal de stands pour accompagner les femmes, accompagner les jeunes. Et même d'ailleurs, demain, ce sera leur journée. Ok. Voilà, Madame le ministre serait à la foire pour rencontrer les femmes, rencontrer aussi les opérateurs économiques sénégalais. Donc, ils ont été très réactifs alors, finalement. Très, très réactifs. Ah, mais ça, c'est Je un peux bon citer signe. aussi le DG du COSEC, qui a Le été... tout nouveau DG, là. Oui, le tout nouveau DG, qui a été très, très réactif à travers cet événement. Ok. Et je salue vraiment cette opportunité qu'ils ont pu nous donner, vraiment à pouvoir mettre en place des Ouais. Je suis fatiguée. Bien sûr, c'est bien. On comprend. C'est pas évident d'être voilà, à la tête d'une telle activité. Ibou, que vous inspire véritablement donc cette organisation? Ravi surtout madame. les livres pour les enfants, parce que ce matin, en suivant la presse, j'ai suivi que le Lesotho, qui se trouve en Afrique du Sud, était en neige. Et j'ai dit, mais c'est génial, à la rigueur, les pays environnants vont pouvoir aller découvrir ce que c'est du ski. Parce que là, quand j'ai lu que c'est sur les produits africains, je me suis dit, mais qu'est-ce que mange un habitant de Kenyon? Qu'est-ce que mange un Balgache la journée? Et je pense que cette promotion de l'intégration africaine commence d'abord par la culture. Et la première activité d'une culture, quand c'est ici en Afrique, ou même dans le monde, on peut dire d'abord, c'est la gastronomie, c'est ce qu'on mange, c'est la cuisine. Mais vraiment, absolument. félicitations. Merci Et de tenir compte que de faire, comme les pays, le Mali, le Burkina, de faire des journées spéciales, etc., pour faire la promotion de leurs produits. Ça se Binta passe. Charles. Ravi de voir ces initiatives privées, ravi de voir qu'on met en place une plateforme pour permettre justement à nos entrepreneurs sénégalais, africains de montrer leur savoir-faire. Parce qu'il y en a, et ce dans tous les domaines, la gastronomie, la culture, La etc., mode, l'habillement. la mode, etc. Donc il y en a énormément. Alors mettre sur pied cette plateforme-là, permettre à ces jeunes talents de s'exprimer, d'être découverts par le grand public. Alors je ne dirais que bravo, vous en êtes à votre 5e édition. Peut-être les attentes, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer selon vous pour les prochaines? Bon, je lance un appel, c'est un plaidoyer pour dire au nouveau gouvernement de nous accompagner plus. Parce qu'on a mis une plateforme qui s'appelle la plateforme Baïsawa, qui regroupe plus de 10 900 membres à nos jours. Quand même, hein. Et nous encadrons les jeunes et les femmes de par des formations professionnelles. Ensuite, on les oriente vers les structures de l'État. Et après, nous créons des champions de l'export à travers l'accompagnement en termes de packaging, d'emballage et pour être compétitif à l'échelle internationale. Donc, chaque mois, nous partons avec des délégations, je veux dire, de plusieurs artisans et femmes transformatrices pour les amener à montrer leur savoir-faire et à promouvoir leurs produits à travers des foires et des expos à l'international. Ça, c'est vraiment très bien. En termes justement d'invités de marque, j'allais dire, pour cette édition, quel est le pays que vous avez choisi? Quels sont les pays qui sont évidemment présents ici dans le cadre de cette 5e édition? Oui, cette année, on a choisi la République islamique de la Mauritanie, qui est un pays frère. Et en plus, j'ai été jusqu'à Mayotte, qui est un département français, mais c'est des Africains. C'est des Africains. Et on peut dire ils sont venus avec une très, très forte délégation mahoraise, vraiment oui. On peut aussi citer la forte délégation des Marocains qui sont là
à nos côtés pour former nos entrepreneurs, pour former aussi les artisans. Donc cette année, je veux dire que peut-être c'est une année qui tend vers l'excellence. Cette foire tend vers l'excellence. Et on a senti aussi la présence de plus de 30 pays qui sont là. Oui, 30 pays qui sont là à promouvoir le savoir-faire local africain. Et je pense que c'est des initiatives à saluer, c'est des initiatives à encourager. On a besoin de l'accompagnement de l'État parce que c'est très, très difficile et c'est lourd. Et chaque jour, on a des événements dans cet événement. En tout cas, vous êtes une dame accompagnée et nous comprenons bien maintenant votre coup de fatigue. Hein? C'est pas facile, avec autant de responsabilités. Ça a démarré depuis quand Vraiment, bravo. Depuis le premier. Et ça prend fin quand est-ce? La foire, elle prend fin quand? Le 9. Le 9, et demain, on a le forum, économique avec avec le Khalif général de Bambilor. C'est un forum sur la diplomatie religieuse avec le Khalif général de Bambilor, Thierno Amadouba. Et on a aussi la journée du ministère de la Femme. Aujourd'hui, on a un défilé de mode panafricain et suivi de Sabar avec la famille de Doudou Ndiaye Koumba Rose. Voilà. Mais on aura aussi la soirée de gala, le 8, avec Fatigna Mekouyaté et nos frères Cheikh Guissé et Djibi Dramé. Et il faut préciser que c'est à la foire de Dakar, aussi c'est plutôt. Non, c'est au monument de la Renaissance. C'est au monument de la Renaissance. Ok, donc c'est bien au monument de la Renaissance. Pour ceux qui voudraient faire le déplacement, donc pour voir un peu ces différents exposants africains venus d'une trentaine de pays. Hein. Oui. Voilà, bravo Madame Dramé et bonne continuation. Hein. Et j'appelle tout le monde à venir visiter vraiment nos produits locaux. Ça permet aussi, ça encourage les opérateurs économiques. Mais rappelez-vous que c'est une foire, c'est un événement en même temps scientifique. Ça permet d'augmenter le carnet d'adresses, mais aussi de trouver d'autres partenaires de part et d'autre. Merci beaucoup Fatou Dramé d'être passé sur ce plateau. Il y a de bonnes affaires à faire justement au niveau du monument de la Renaissance. On vous y invite. C'est la Foire internationale des produits africains, FIPA. Bonne continuation à vous. Merci. Nos dames, elles sont braves. Hein. Ah oui. Elles sont braves. Je crois que c'est le qualificatif qu'il faut. On vous dédie le clip du jour de ce matin. Dans la deuxième partie, un autre invité prendra votre place. Merci d'être passé sur la matinale et sur la une. À tout de suite. Oh my niggas sharp, cover face like my badger. Get feel like but we know they come. Sit up, boss them tap. Pass all the shit, rababa. Oh my ijo, rababa. Feeling good, banana. Music don't need permission to enter your spirit. Anyway, anyhow, you know say you go feel me. Music don't need permission to enter your spirit. Yeah. Anyway, anyhow, you know say you go feel me. Feeling good, 7h29, dans la bonne ambiance et dans la bonne humeur, on poursuit votre magazine ce matin. Merci de votre fidélité. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux et les sujets que nous abordons ce matin. J'en ai retenu quelques-uns très rapidement. Il y a Djatou Wali qui dit « Soyons réalistes aussi, tous les agents municipaux n'ont pas le même statut pour exiger l'enrôlement dans la fonction publique. » Message de Hamidou Sonko, il devrait surseoir la grève en attendant de voir avec le nouveau régime, malgré que c'est dur.
Et puis message également de Moussaba qui dit « J'invite le ministre à visiter les écoles les plus éloignées, aussi telles que le font Mali, j'arrive pas très bien, Koussana, hein, jusqu'à Koussana il a dit. Pour savoir ce qui se passe dans l'éducation, il y a beaucoup de choses à faire dans nos écoles. » Voilà vos réactions. Merci de suivre le débat avec nous. Voici le bulletin d'info, le tout en images. À tous. Une des recommandations phares de la Commission de la réforme de la justice, la réduction des pouvoirs du procureur de la République. Le jeu d'échecs aura la même dynamique. Le niveau est très élevé, le niveau des joueurs de manière globale, il augmente. Ça fait très plaisir. Ça fait aussi plaisir qu'il y a des tournois qui sont organisés où des bénévoles prennent le temps d'organiser les tournois pour nous, les joueurs. Donc j'en profite d'avoir le micro pour les remercier et de remercier tous les bénévoles qui donnent leur temps pour le développement du jeu d'échecs au Sénégal. Le jeu d'échecs est bien inscrit aux Jeux des JOJ de Dakar 2026, d'où la présence, la participation massive remarquée des jeunes. J'ai commencé récemment à jouer aux échecs en 2020 parce que j'avais suivi une série du nom le jeu de la dame et je me suis dit qu'il faut que j'apprenne à jouer ce jeu. Depuis ce jour, j'ai commencé à jouer. La question de genre pour les échecs n'existe pas. On peut dire même que pour les jeux d'échecs, la femme est plus forte que l'homme parce que c'est la dame qui protège le roi. Donc ce que je vais dire à mes sœurs, c'est de venir nombreuses et venir jouer aux échecs. C'est un jeu passionnant. Dimanche prochain, un grand club de Dakar va organiser une grande partie et cette fois, on attendra des parties rapides, des parties longues, mais surtout le blitz. Allez, retour en plateau, 7h36. Bienvenue, si vous nous rejoignez juste à l'instant, bienvenue en plateau à notre deuxième invité de ce jour, Dr Cheikh Oumar Ba. Comment allez-vous? Bonjour. Bien réveillé? Oui, très bien. Parfait. Vous êtes le directeur exécutif de IPAR, c'est ça. Et ce matin, vous venez notamment nous parler au-delà des activités de cette structure de la table ronde sur les migrations africaines, enjeux politiques et gouvernance. Mais avant, je vous invite à suivre la chronique Mais Alex. On parle de droit ce matin avec Binta Charles et on va revenir ce matin sur les termes les plus utilisés, c'est ça? C'est bien ça, les termes les plus utilisés, parfois mal utilisés ou utilisés de manière inappropriée, sont des termes comme inculpé, accusé, prévenu, ordonnance, etc. Mais pour pouvoir les définir ou comprendre ces termes-là, il faut d'abord contextualiser. Et pour ce, nous faisons appel au tout début, c'était bien sûr la mise en mouvement de l'action public par le procureur de la République. On le sait tous, une fois saisi par une plainte, par exemple, le procureur de la République va choisir soit de faire ce qu'on appelle, de poursuivre l'affaire ou de tout simplement classer sans suite l'affaire. Et lorsqu'il décide de poursuivre l'affaire, il a 3 moyens. Donc, soit c'est à travers le procédé de la citation directe. Alors, dans ce cas précis, le procureur de la République cite à comparaître cette personne accusée, la personne bien sûr poursuivie, pardon, parce que le terme il est important, pas accusée, la personne poursuivie. Alors, c'est une procédure également pas du tout longue, il est cité directement devant le juge. On va prévoir l'audience, bien sûr. Il a également une autre possibilité, ce qu'on appelle le flagrant délit, le procédé du flagrant délit. Dans ce cas précis, on suppose que le coupable, en fait, est connu et que l'action, voilà, ou l'acte réfractaire ait été commise de manière flagrante au vu et au su de tous. Après, l'article 45 du Code de procédure pénale vise 3 types de flagrants délits, mais on en reparlera très bientôt. Alors, la 3e possibilité qui s'offre au procureur de la République, c'est l'instruction. Alors, l'instruction à travers ce qu'on appelle le réquisitoire introductif. On entend parler souvent de ce mot. Alors, le réquisitoire, c'est l'acte par lequel le procureur de la République saisit le juge d'instruction au fin qu'il ouvre une enquête par rapport à un dossier bien déterminé. Maintenant, lorsqu'on est en phase dans la partie où c'est le procureur de la République qui intervient, la personne poursuivie
est appelé tout simplement soit personne poursuivie ou le mise en cause. Si c'est en France, on parlera du mise en examen, je pense, c'est bien ça. Par contre, une fois que le dossier arrive entre les mains du juge instructeur, là, on parle d'inculpé. Là, on parle d'inculpé. Et dans ce cas précis, après avoir effectué également ces travaux, le juge d'instruction délivre ce qu'on appelle une ordonnance. Voilà, l'ordonnance du juge d'instruction. Cette ordonnance qui met fin, on va dire, à l'instruction, à l'enquête d'une affaire. Alors, on a deux types d'ordonnance. Soit c'est une ordonnance de non-lieu qui signifie tout simplement qu'il y a absence de preuve, que voilà, que l'inculpé peut bien sûr être libéré. Cependant, s'il au contraire, il délivre ou il rend une ordonnance de renvoi, cela signifie que l'inculpé sera traduit soit devant la cour correctionnelle, soit devant un tribunal correctionnel, ou plutôt devant la chambre d'assises, alors la chambre d'accusation. Alors, si c'est devant une chambre d'accusation, là, le terme change. On ne parle plus d'inculpé, mais on parle d'accusé. Donc, à chaque fois qu'on parle d'accusé, ça veut dire que cette personne-là est devant une chambre d'assises. Par contre, une chambre criminelle, pardon. Par contre, si c'est devant un tribunal correctionnel, là, le terme inculpé change également et on va parler de prévenu. Donc, il est important de faire ces précisions. Par exemple, le président Diomaye Faye, il était en instruction, on se rappelle, il y a quelques mois. Maintenant, si la presse doit traiter ce fait-là, elle devra dire, par exemple, l'inculpé de Rebeuss, vu qu'il était en instruction, voilà, a été choisi comme candidat par le président Ousmane Sonko ou par la coalition Diomaye Faye. On n'a pas le droit de dire accusé ou ce n'est pas approprié en tout cas de dire accusé ou prévenu. La présomption d'innocence. Très bien. Voilà. Après, nous avons également une autre étape. Hein, et dans cette autre étape, c'est quand le juge, par exemple, une fois l'ordonnance de renvoi délivrée, lorsque le juge rend son jugement, il y a deux possibilités également. Soit c'est la relaxe pure et simple. Là, on est en matière correctionnelle et ça concerne le prévenu. On est en matière correctionnelle, soit ça va être la relaxe pure et simple ou la relaxe tout simplement. Par contre, s'il s'agit en matière criminelle, devant une chambre criminelle, on va plutôt parler d'acquittement. D'où la différence entre le terme acquittement pour tout ce qui est criminel devant une chambre criminelle et relax. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. La dernière fois, par exemple, lorsque les directeurs de publication des différents quotidiens ont été interpellés, ils ont été entendus, ensuite déférés, puis libérés. Il y a une certaine presse qui a utilisé le terme de relaxer. Voilà. Or, quand on parle de relax, cela suppose qu'il y a déjà un procès, soit en flagrant délit, soit voilà, après ordonnance devant le tribunal correctionnel, tout simplement. Ce qui n'était pas le cas. Donc, du coup, et voilà, c'était inapproprié, voire même faux, de dire qu'ils ont été relaxés. Eh bien, pourquoi dit-on, et c'est la seule question que j'ai aujourd'hui, que la procédure du flagrant délit est plus avantageuse pour le mis en cause ou la personne poursuivie? C'est vrai qu'on en parle beaucoup dernièrement. Alors, le flagrant délit, on l'a dit, cela suppose que le délit, il est là, il est flagrant. Et dans la procédure c'est très rapide, c'est une procédure expéditive, c'est un procédé expéditif. Donc, en quelques jours, en une semaine, le procureur peut bien sûr vous inculper et ensuite vous pouvez être jugé. On a vu le cas, par exemple, de Imam Ndao et de Bah Diakhaté. En une semaine, l'affaire a été vidée. Par contre, si on vous amène en instruction, le juge d'instruction prend le temps de faire l'enquête. Il dispose de 6 mois, des voies... Voire plus. 6 mois, voire plus. Ça peut aller au-delà. Ça peut aller au-delà. Si c'est en matière criminelle et même les 6 mois en matière correctionnelle, et les 6 mois peuvent être renouvelés, bien sûr. Ce qui fait que
par exemple, imaginez, on vous prend 6 mois, vous êtes en prison, devant le juge voilà, prononce la relaxe tout simplement pour dire que, mais non, vous n'avez pas commis tel ou tel délit, ce qui veut dire que vous aurez perdu 6 mois de votre vie. Or, en flagrant délit, voilà, en une semaine, on vous juge par exemple, et puis voilà, vous saurez si vous devez interjeter appel. En tout cas, vous êtes fixé, il n'y a pas cette lenteur-là. Merci ma chère Binta ce matin Bon à pour savoir, ces hein. précisions. C'est important. J'espère que nos confrères également ont pris bonne note parce que Je beaucoup comprends quand les- commentent les faits, les actualités judiciaires sans forcément avoir les bons termes. Hein. bien C'est sûr. important d'utiliser les bons mots et de ne pas se tromper parce qu'on est dans un domaine de précision justement. Allez, il est 7h45. On consacre les 15 dernières minutes de cette émission à Dr Cheikh Oumar Ba pour revenir justement sur la question de la migration de manière générale et en Afrique particulièrement, les enjeux politiques et la gouvernance. Mais bon, on va parler aussi de la structure qu'il représente, n'est-ce pas? Mais bien sûr, et déjà, on peut bel et bien commencer par la structure, hein, IPAR, qui est l'organisatrice quand même de cette table ronde dédiée à la question, aux questions migratoires, hein, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont en tout cas sur la table des panélistes, panélistes plutôt, donc voilà, par rapport aux droits, à la sécurité, à la santé, à l'éducation, donc, et même à la justice et aussi du migrant. Alors, l'IPAR qui en est l'organisatrice, qu'est-ce qu'on devrait savoir d'elle, de l'IPAR, en termes de contribution par rapport aux différentes politiques socio-économiques, voire agricoles, et quel est aujourd'hui votre principal champ d'action, M. Ba? Alors, merci beaucoup pour cette invitation. IPAR est une structure de recherche pour l'action. C'est ce qu'on appelle les think tanks. Vous savez, les think tanks, c'est d'origine anglo-saxonne. Oui. Et IPAR Kër Jacques Faye est une structure qui conduit des recherches. Et à partir de ces recherches, essaie de prendre des évidences pour les transformer en éléments de prise de décision politique. C'est pourquoi, donc, depuis la création de IPAR en 2008, ce qu'on essaie de faire, et la migration est une de nos thématiques, pourquoi d'abord on a intitulé cela Initiative prospective agricole et rurale. C'est parce qu'on s'est dit, on est parti de 3 constats. Le premier constat, c'est que dans nos pays, on est souvent sur l'urgence. Et les décisions politiques ne prennent pas le recul nécessaire. Et on a vu, par exemple, que les pays développés s'inscrivaient dans des perspectives de prospective. C'est-à-dire sur le long terme, sur 2050, qu'est-ce qui va arriver, comment on va s'organiser, etc. Et à partir de là, on s'est dit que comme dans nos pays, il y a des problèmes de prospective. Et deuxième constat, les prospectives qui existaient, elles ne sont pas portées par les communautés. C'était des prospectives soit de fonctionnaires ou bien d'intellectuels, etc. Et on a dit, comment construire autour des gens qui croyaient à cet idéal, comment construire cette dynamique. Le troisième constat, c'est qu'on s'est dit l'agriculture et le monde rural constituent des secteurs extrêmement importants et souvent pas pris en compte. Parce que, si vous vous rappelez, on disait à un jeune qui n'étudie pas bien, si vous ne faites pas du bon travail, vous allez cultiver. Donc, on avait dévalorisé. Alors que les pays développés l'ont été à partir justement de la valorisation de leur potentiel agro-silvo-pastoral et halieutique. Et donc, on a dit il faut réhabiliter cela. Et donc, c'est pourquoi, avec des hommes et des femmes, nous nous sommes réunis. Et aujourd'hui, on est une institution au niveau sous-régional. Et justement, on lance le plan stratégique demain. Et l'idée qu'on a derrière, c'est de dire comment aujourd'hui, et on attend 200 personnes avec le ministre d'État, le secrétaire d'État, Dr Alphaba, et à la clôture avec le Dr John, le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Mais ce qui est important dans IPAR, c'est qu'on produit des évidences scientifiques, un peu comme les chercheurs, les universitaires, etc. Mais on dit que ça ne doit pas dormir dans les tiroirs. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on a énormément d'études qui ne sont pas utilisées. Et nous, on a dit comment aujourd'hui, par exemple, on arrive sur la question de la jeunesse, justement, que vous me posez, la question de la migration. On s'est rendu compte qu'il y a un problème de paradigme. On parle beaucoup de migration, mais l'essentiel des migrations intra-africaines sont d'abord intra-africaines. C'est vrai. 80% des flux migratoires restent sur le continent africain. Donc, pourquoi on devrait parler autant de migration vers l'Europe qui ne représente que 20%, l'Occident, même d'ailleurs de l'Asie. Alors, on s'est dit, il faut changer de façon de comprendre ces choses et de croire en nous-mêmes. Parce que si vous voyez que les jeunes Sénégalais quittent le pays pour aller en Espagne pour faire de l'agriculture, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi vous quittez un pays où c'est l'avenir? Il y a tout un potentiel. Il y a tout un potentiel. Et ce qu'on a constaté depuis 2012, et on a commencé à travailler depuis 2009 sur ça, on s'est dit, mais pourquoi on ne comprend pas que l'avenir, aujourd'hui, c'est l'Afrique? L'essentiel des potentiels sont en Afrique.
le foncier, l'eau, le soleil, tout ce qu'on veut pour produire la jeunesse. Et justement, dans la transition démographique, le continent africain, le continent l'Afrique subsaharienne, pratiquement est le continent où il y a le plus de jeunes. Et ça, c'est une force. Ça peut être une faiblesse. Parce que si vous ne formez pas les jeunes, si vous ne les orientez pas dans de bonnes choses, ils sont là, oisifs, et après, ils deviennent des dangers. Ils deviennent une bombe sociale, comme on dit. Une bombe sociale. Maintenant, ce qu'on s'est dit, mais comment accompagner ces jeunes, montrer qu'il est possible. Parce qu'en jeune, vous n'allez pas voir votre parent en train de labourer la terre pendant des années, et il a du mal même à nourrir la famille, et vous voulez aussi vous-même travailler là-dedans. Même votre père ne veut même pas que vous restiez agriculteur. Donc on a dit comment changer cela. Et aujourd'hui, il y a des initiatives avec le CNCR et d'autres acteurs qui ont commencé à changer les choses. Et c'est heureux, et je pense on parle de souveraineté, on ne peut pas croire en nous-mêmes si d'abord le consommateur lui-même, il ne décide pas de consommer africain. Et je crois qu'à partir de là, il faut qu'on réfléchisse sur quels sont les produits que nous avons, comment on peut les valoriser, comment on peut réhabiliter. C'est pourquoi on est en train aujourd'hui de faire des expérimentations, que ce soit à Podor, à Bignona, ou bien à Loul-Sessène, etc. Et nous sommes en train de réfléchir avec les communautés, comment récupérer les terres salées de Loul-Sessène, et c'est une demande de la commune. Comment accompagner le conseil départemental de Kaolack pour, par exemple, avoir ce qu'on appelle un projet alimentaire territorial, à partir de toutes les potentialités, pour que les collectivités territoriales, vous en parliez, soient au cœur. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas développer à partir de la capitale. Il faut qu'on croie aux communautés, il faut qu'on accompagne les communautés, mais une communauté qui n'est pas préparée ne sait pas dans quelle direction on doit aller. Et enfin, on a vu que pratiquement, si vous regardez aujourd'hui, rien qu'en 2010, il y a eu sur les migrations 44% d'augmentation des flux migratoires. Et en moyenne, les Africains, c'est à peu près 2 millions d'Africains qui essaient de bouger. Mais donc 80% restent sur le continent africain. On s'est dit il faut changer de paradigme, il faut changer, il faut croire en nous-mêmes et il faut créer les conditions pour qu'on transforme. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on attend des autorités politiques, ce n'est pas eux-mêmes de produire. Parce que comme je dis souvent, l'État n'a pas de champ. Ceux qui ont des champs, c'est des producteurs. Ceux qui ont des champs, c'est des agriculteurs, c'est des éleveurs. Et le danger aujourd'hui qu'on encourt, et si on ne fait pas attention, c'est ça qui est le problème, c'est que souvent les espaces pastoraux sont en train d'être transformés pour l'agriculture. Alors qu'on est en train de parler d'autosuffisance en moutons, d'autosuffisance alimentaire, et d'autosuffisance. Mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sérieusement. Et le deuxième élément qui me semble essentiel, c'est que souvent on fait ce qu'on appelle l'import-substitution. On dit par exemple, on mange du pain notamment les céréales, et on se rend compte, on se rend compte que si on ne fait rien, on risque de trop dépendre de l'extérieur de l'Ukraine. C'est le cas d'ailleurs. C'est le cas. Mais sauf que on doit changer de paradigme. C'est-à-dire, pourquoi vouloir aujourd'hui produire du blé alors qu'on n'en produit pas et vouloir en faire l'élément central? Qu'est-ce qui amènerait le consommateur à comprendre aujourd'hui qu'on peut manger des céréales locales, de la farine à base de sorgho, exactement. Il y a plusieurs dérivés. L'incorporation du mil dans le pain. Le fognon. Même avec le maïs, on peut faire de très bonnes bouillies. Exactement. Surtout moi, j'adore le tchéré. On voit, les cannes et les jaloux ne vont rien dire. Mais en vérité, la question que ça pose, c'est qu'on doit réfléchir. C'est-à-dire que c'est le mental qu'on doit changer. Mais c'est ça. Et tant qu'on ne le change pas, ce n'est pas à l'État de dire il faut faire ça. L'État peut être régulateur. L'État donne l'orientation, le cadrage. Quand l'orientation est bonne, les autres acteurs essaient de travailler en conséquence. Et nous, on s'est dit, mais on est des Africains, on est fiers de l'être. Comment faire aujourd'hui? Moi, je préfère aller en mission à l'intérieur du pays que d'aller à l'étranger. Comment faire pour revaloriser nos territoires? Et je crois que c'est important, même le régime précédent en parlait, les pôles territoriaux. Aujourd'hui, on a encore un régime qui croit beaucoup plus en parlant de souveraineté, en parlant de décentralisation. Et je crois que c'est ce mental. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on dise seulement l'État doit faire à la place. C'est à nous d'y croire. On doit créer les conditions pour que le secteur privé sénégalais puisse investir. Souvent, ils disent que c'est le foncier le problème et on se rend compte que le foncier n'est pas un problème partout. Parce qu'on a regardé des communautés qui voudraient aujourd'hui aller en alliance avec le privé. Mais à condition que le privé ne vienne pas pour dire seulement je dois gagner, je dois gagner, je dois gagner. Et vous nous perdez. Et les gens disent que si vous écoutez nos points de vue, on est prêt à travailler. On a vu par exemple à Mont-Roland, la commune où ils sont en train aujourd'hui de travailler avec en privé. Et c'est du gagnant-gagnant. D'ailleurs, le maire, il nous disait l'autre jour, quand c'est en CRR, il disait, M. Sis, il disait, mais vous voyez même
entre nous, même le pain qui venait de Dakar ou ailleurs, maintenant est produit localement. Il était fier de le dire. C'est vrai. Donc vous étiez aux côtés de la municipalité de Morolan. Ben voilà, ce champ communautaire qui exactement. Je crois qu'il y a des initiatives. Mais le problème du Sénégal, c'est qu'on ne valorise pas. C'est-à-dire qu'on est en train de valoriser l'extérieur. On est en train de valoriser ce qui se passe ailleurs. Alors que chez nous, on doit être capable aujourd'hui de repérer de bonnes initiatives, de les accompagner. Combien de fonctionnaires, combien de personnes veulent aujourd'hui retourner à la terre? Mais on doit travailler d'abord avec des communautés qui sont là, qui veulent transformer leur vécu. Et c'est pourquoi on pense que l'agriculture familiale peut être le levier de transformation structurelle de notre économie, mais à condition qu'un certain nombre de principes soient retenus. Et je salue d'ailleurs la dernière mesure sur les subventions. Nous, en 2017, on a fait une étude pour montrer que les subventions n'arrivent jamais aux destinataires finaux. Sont captées par les intermédiaires. Voilà. Les agriculteurs du dimanche. Et donc, en tant que think tank, on avait sorti cela, ça avait créé un tollé à l'Assemblée nationale, et tous les journaux en parlaient. Mais nous, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, on avait appelé ça traçabilité des subventions agricoles. Et on avait montré que c'est vrai que parfois, il y a des incohérences, il y a des captages, mais on s'est dit on peut accompagner les acteurs. Et je crois que c'est heureux aujourd'hui que même dans la commission, et c'est la première fois que des organisations paysannes participent dans les commissions, dans l'identification des quotas et dans la distribution. Des véritables bénéficiaires. Qui sont les véritables bénéficiaires. Les vrais et je pense qu'aujourd'hui, on doit regarder, faire une cartographie pour comprendre la situation de l'agriculture sénégalaise et africaine. Le Sénégal ne peut pas aller sans la sous-région, sans la Mauritanie, sans la Gambie, sans la Guinée-Bissau et le Mali. Nous pensons qu'il est important qu'on réfléchisse au Sénégal, mais qu'on regarde la sous-région. Et à partir de là, maintenant, on essaie d'être en partenariat avec les autres pays, sur la base de nos intérêts. Et je crois que ce qui a manqué, et nous, aujourd'hui, on travaille avec la NASA, qui sont des organisations les plus importantes dans le monde, sur l'impact des changements climatiques à l'horizon 2050. Aussi. Exactement. Mais pour moi, l'enjeu qui se trouve là, c'est de dire comment aujourd'hui nos autorités doivent écouter la recherche. Mais pas seulement la recherche simplement théorique, recherche-action, mais qui partent de nos réalités. Et à partir de là, on transforme ensemble les réalités pour la prospérité partagée. En tout cas, bravo, ce n'est pas tous les jours que je félicite un bas, mais bravo pour votre formidable capacité de synthèse. Voilà, il a parfaitement résumé la... Le Bénin et le Niger, c'est ça, l'histoire de l'agriculture. Exactement. Et tu parles du Bénin et du Niger. Bon, j'avais un autre sujet depuis le début de la semaine dont je voulais vraiment qu'on parle. C'est le déplacement du chef de l'État qui est allé au Mali et au Burkina Faso. C'est important parce qu'il y a des liens, il y a beaucoup de Sénégalais dans ces pays-là. Les flux migratoires, c'est également entre ces pays-là. C'est d'abord en Afrique. Absolument, qui finalement sont sortis de la CEDEAO, mais qui sont dans l'AES. Et le président a dit il faut quand même qu'on continue à dialoguer, il ne faut pas rompre le dialogue. Aujourd'hui, à cause évidemment des sanctions, des décisions qui ont été prises malheureusement par la CEDEAO, ces pays sont sortis de cet outil d'intégration. On a vu les difficultés que ça crée au niveau de la frontière entre le Niger et le Bénin, par exemple, mais les populations souffrent. Et il faut continuer justement à faire des links pour qu'on continue à échanger et que la libre circulation soit garantie pour les biens et les personnes. Ça, c'est un sujet sur lequel je voudrais que vous réagissiez, messieurs. Mais bien sûr, et qu'on braque également davantage nos caméras sur ce qui se passe ici, en terre africaine. Vous parlez en fait, du phénomène migratoire, mais on voit en tout cas que les principales brimades, en tout cas, ces dures conditions de vie là, d'abord, ils les connaissent sur le sol africain, avant de traverser la Méditerranée. Absolument. Et c'est dans des pays africains qui sont bien identifiés aussi. Alors, à ce niveau, est-ce que cette dimension-là sera bien prise en compte à l'issue, durant par les panélistes? Parce que c'est des questions qui pourraient être un peu sensibles, mais quand même, on les connaît ces pays-là où véritablement nos frères sont très maltraités. C'est exactement juste. Et ce matin, justement, parce qu'on a une semaine d'activité, et aujourd'hui, on va parler avec les ambassadeurs de Tunisie, parce qu'on parlait des problèmes Tunisie, la Libye. Voilà. Allons-y, on peut les citer. On parle aussi du Mali, l'ambassade la Libye, etc. La Libye, mais surtout les deux premiers pays cités. Alors, maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est de réfléchir ensemble. Quelle est la perspective africaniste pour répondre à cette question? On se rend compte aujourd'hui, combien de jeunes vous rencontrez dans la rue qui sont parfois des tailleurs, des Nigériens, des Burkinabés, etc. Aujourd'hui, le contexte sous-régional impactera fondamentalement sur les flux migratoires. Vous voyez récemment combien de jeunes Sénégalais et Mauritaniens sont partis au Nicaragua. Mais ce n'est pas que des Sénégalais. Donc il y a des jeunes qui viennent ici, qui travaillent pour aussi gagner de l'argent, gagner de l'argent. Mais souvent même, ils n'arrivent pas. Parfois, ils restent sur le continent, etc. Ils tournent à un moment, ils trouvent des activités, ils s'installent quelque part. Mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse et qu'on fasse une prospective. Pour regarder ces jeunes, aujourd'hui, on voit dans les champs, vous avez, et souvent c'est des gens très méticuleux qui travaillent bien,
et je ne veux pas citer de pays, mais l'essentiel des pays de la sous-région, aujourd'hui, il y a une intégration. Mais on voit qu'il y a des problèmes des droits des migrants dans les questions de circulation. Donc, on essaie, et c'est pourquoi, avec aujourd'hui, avec comment on appelle, la CNTS et le Forum social mondial, le Forum social, on est en train de voir comment accompagner les États pour que ces droits des migrants soient respectés, que ce soit Sierra Leone ou autre. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut valoriser en termes de perspective? Je crois que c'est autant de réflexions qui méritent qu'on approfondisse. Et que des entités comme l'Union africaine également puissent faire entendre leur voix pour seront le là respect des droits des migrants. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Ba. Très enrichissant. Vraiment, félicitations et bravo. Les travaux démarrent aujourd'hui, n'est-ce pas? On démarre aujourd'hui et à partir de demain, on a le lancement du plan stratégique avec 200 participants. Je ne sais pas si je peux dire c'est au King Fahd, mais sinon, c'est... Il n'y a pas de souci. Voilà, merci. Mais c'est des activités qui montrent que nous voulons vraiment partager avec les nouvelles autorités les orientations stratégiques. Et à partir de là, maintenant, on essaie de voir quel est l'intérêt du Sénégal et de l'Afrique. Merci beaucoup, Dr Cheikh Oumar Ba, d'être passé sur ce plateau. Vous êtes le directeur exécutif de IPAR, je le rappelle. Et avant vous, il y avait Fatou Dramé sur ce plateau, qui voulait que nous puissions inviter officiellement, officieusement en tout cas, le président de la République à effectuer le déplacement et à visiter la foire internationale des produits africains. Cette bonne guerre, il était à la FIARA. Donc, ou bien voilà. son Premier ministre. Le Premier ministre Ousmane Sonko a visité. Il le faut. Mais en tout cas, les deux ministres seront là-bas déjà. C'est parfait. Mais quel agenda? Décidément. Merci Alioune. Merci vous. Merci Sarah. Merci Vita Charles. Merci de nous avoir regardés ce matin et aux équipes techniques. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line.